Bien, donc avant de commencer, je vais donner la parole à Emmanuel pour une petite surprise. Anne, ne commencez pas à verser la petite larme parce qu'on va toutes pleurer, donc ça c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Bon, alors vous l'aurez compris, on avait envie quand même avant, parce on pense qu'il va y avoir quand même pas mal de gens qui vont devoir partir rapidement pour prendre leur transport, donc on remercie les responsables de cette session de nous donner 5 minutes à Frédéric et moi-même pour infiniment remercier Anne. Alors à titre personnel, je le ferai encore plusieurs fois durant ces prochains mois. Mais je voulais le faire aussi publiquement pour la qualité scientifique des travaux qu'elle a pu mener, sa vision, je l'ai déjà dit auparavant, mais je le répéterai jamais assez. C'est une visionnaire, elle nous a tous embarqués, on est nombreux ici dans son sillage. Elle nous a fait grandir, elle nous a apporté beaucoup de choses, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Et je vais laisser aussi... voilà, parce que moi aussi je vais pleurer, alors ça suffit maintenant. Non mais, donc tout d'abord Anne, merci beaucoup pour l'organisation de ces rencontres. C'est pas un au revoir dans la mesure où vous ne partez pas tout de suite. Donc voilà, c'était juste l'occasion parce qu'on était tous ensemble de vous remercier et de vous remercier à la fois pour votre implication dès le départ du plan et depuis le début du plan. Vous avez été quand même un pilier de cette organisation et effectivement vous nous avez amené beaucoup. Mais encore une fois, voilà, c'était juste pour profiter de cette occasion où on était tous ensemble pour vous dire merci. Mais merci beaucoup. Et vous avez compris que comme c'est l'année où j'ai commencé en fait à créer l'équipe que maintenant Emmanuel dirige avec brio, et la plateforme qui va avec, etc. C'était en 1998 et vous avez tous compris que ça a commencé par un vol en supersonique. Donc effectivement, on a de la vision de là-haut. Merci beaucoup Anne, l'équipe de Toulouse et l'équipe du Plan pour l'organisation de ces rencontres. Donc, je vois qu'Anne-Marie Laberge me dit qu'elle est en ligne, super, sur Teams. Donc, ce sera une des intervenantes qui est du Canada, qui interviendra de Montréal. On va essayer de finir à l'heure parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des transports à prendre. Donc, je vais peut-être être un peu générer de la frustration sur les temps de parole. Donc on a une session sur les données incidentes qui s'intitule Données incidentes, trouvailles fortuites, pour reprendre le terme canadien, faire ou ne pas faire. Et on va tout de suite commencer par une présentation introductive de Sarah Carvalho. Sarah Carvalho est professeure d'université en philosophie de la médecine. Elle est coprésidente de la plateforme nationale sur la fin de vie et co-responsable du Collège des humanités et sciences sociales à la faculté de médecine Lyon-Est. Elle est membre de la FHU Translade à Dijon et elle co-dirige le parcours de master recherche fin de vie et soins palliatifs. Et elle va nous faire une présentation de 20 minutes sur les données incidentes en génomique, le risque de surdiagnostic. Sarah, à vous. Merci beaucoup Damien, merci beaucoup Emmanuel, Anne et le Plan pour organiser ces journées. Donc moi je suis philosophe et je voulais apporter quelques éclairages sur ce que j'appelle, avec un certain nombre d'autres chercheurs en philosophie, les enjeux anthropologiques, c'est-à-dire la manière dont la génomique transforme notre ontologie, c'est-à-dire notre manière d'être des hommes et des femmes aujourd'hui, et de prendre le focus du diagnostic génomique et en particulier au cours de ce diagnostic la possibilité de ces trouvailles fortuites, donc de ces données incidentes comme prisme pour analyser les transformations anthropologiques qui sont en train de s'opérer. Et je voudrais à partir de là en induire un certain nombre d'enjeux de recherche, notamment dans le domaine éthique et politique. Donc, en tant que philosophe, je vais essayer d'apporter des éléments de compréhension
On a parlé de beaucoup de projets, de beaucoup de prospectives, et je pense que c'est important de revenir à un jeu de compréhension sur ce que ça veut dire en termes de notre humanité. Donc c'est pour ça que je mets cette référence de Spinoza qui, lorsqu'il veut faire de l'éthique, part du principe qu'il faut déjà comprendre ce que ça veut dire cette humanité qui nous constitue. Et donc en quoi est-ce que les données incidentes, en particulier dans le cadre du diagnostic génomique, nous révèlent quelque chose sur cette nature humaine qui est en train de se développer dans le champ de la médecine. Et donc, dans ce champ qui est caractérisé par certains comme l'incidentalome, c'est-à-dire le fait que la médecine, et donc pas seulement la génomique, nous mette face à des découvertes qui n'étaient pas celles appelées par le diagnostic primaire, mais qui vont faire partie de l'ensemble des connaissances ou des informations auxquelles on a accès. Et donc, le contexte général, c'est que les données incidentes, elles se situent dans une expansion du domaine médical, ce qu'on appelle parfois une inflation du diagnostic, une médicalisation de l'existence. Et j'ai juste pris cette figure qui montre l'énorme croissance du nombre de maladies recensées depuis 1975. Et en fait, avec les données incidentes, on va aussi au-delà même de la notion de pathologie qui se développe. Et donc d'essayer de comprendre cette signification anthropologique qu'a le développement de l'incidentalome. Alors je vais développer 3 points. Premièrement, je vais essayer d'analyser en quoi est-ce que la génomique donc, étend son champ d'application dans 3 dimensions, horizontale, verticale et temporelle. Ensuite, je poserai la question de savoir si cette extension est une amélioration. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui rencontre toute la réflexion sur les valeurs qu'on a déjà abordées. Et puis, je ferai quelques propositions sur des objets de recherche qui me semblent importants. Alors, donc, l'extension du champ de la génomique, elle se fait dans plusieurs dimensions. Et donc, la première dimension qu'on peut mentionner, c'est une dimension verticale, dans le sens où le diagnostic génomique révèle des choses qui n'avaient jamais été vues auparavant, des biomarqueurs et surtout des indicateurs pathologiques qui ne correspondent pas à une symptomatologie déjà présente. C'est ce qu'on appelle le patient asymptomatique ou le patient in waiting. Cette idée que, en fait, nous gagnons une forme d'intensité de compréhension de ce que c'est que la pathologie à partir de la détection d'un certain nombre de variants. L'extension de la médecine via le diagnostic génomique, elle se donne aussi dans une dimension temporelle, à travers le fait de cette capacité de prédire le futur qui s'accroît de plus en plus, notamment grâce à la génomique, et qui pourrait aller jusqu'au stade prénatal. Et puis, sur une compréhension de plus en plus large des facteurs de risque. Donc, tout ça contribue à, en fait, une épaisseur de la compréhension des phénomènes et des mécanismes pathologiques qui s'intensifie. Ensuite, en extension, donc cette fois-ci dans une approche plutôt horizontale, la génomique, elle élargit son champ aussi parce que quand un patient est diagnostiqué, eh bien, ça met en cause non seulement la personne, mais aussi sa famille, sa parentèle, éventuellement sa filiation à venir. Ça peut être aussi des effets de voisinage, des effets de communauté de pratique, etc. Et cette extension, elle est aussi, renforcée par le fait que, via les technologies de la génomique, et en particulier tout ce qui est autour des big data, on peut avoir un élargissement à la population générale, par exemple si on passe à un screening postnatal, qui fait qu'on a effectivement un élargissement de la base du dépistage qui change la dimension de cette connaissance génomique. Alors,
ces trois dimensions, verticale, horizontale et temporelle, elles vont se traduire par plusieurs types de facteurs. Le premier étant une forme de risque de médicalisation de la vie ordinaire. C'est-à-dire qu'au-delà des points d'appel qui sont liés à des symptômes ou des pathologies, il y a une forme d'extension dans l'existence des individus, puisque avant même d'être malades, ou parce qu'ils ont un apparenté qui est malade, leur vie va être prise en charge d'une manière ou d'une autre, par exemple par le conseil génétique, dans le cadre de la médecine. Et c'est dans ce contexte-là que peut apparaître un risque de surdiagnostic. Je vais m'appuyer notamment sur les travaux de Björn Hoffmann, qui a beaucoup travaillé sur la question du surdiagnostic, mais pas dans le champ de la génomique, pour essayer de réfléchir à ce risque du surdiagnostic, voire de la surprévention, et essayer de comprendre quels sont les enjeux anthropologiques de ce surdiagnostic, qui me semblent particulièrement visibles dans le cadre des données incidentes. Alors, ce que montre Hoffmann, c'est que cette notion de surdiagnostic, elle est à mettre en lien avec, disons, le diagnostic au sens traditionnel du terme, où le diagnostic répondait à un point d'appel symptomatologique. Et donc, il y a déjà une expansion conceptuelle du champ de la médecine via la génomique et les données incidentes, à travers cette idée qu'on peut être un patient en attente ou un patient liminal. Et donc, ça, c'est un changement conceptuel qui est important et qui a évidemment une résonance anthropologique, puisque la personne se transforme réellement de statut. Il y a un côté performatif du diagnostic qui change le statut de la personne. Il y a une expansion qui est aussi pragmatique, on en a parlé ce matin, dans le sens où ce diagnostic il peut permettre d'accéder à des services, à du conseil génétique, parfois à des prises en charge ou à des arrêts de travail ou autres. Et donc, cette expansion, elle fait que la mobilisation du diagnostic, elle peut relever d'autres enjeux que purement thérapeutiques et pour autant, c'est très important. On a parlé aussi des enjeux symboliques et éthiques, du besoin de savoir qui, à partir du moment où il y a une possibilité de savoir, ça crée un besoin de savoir, et là il y a un enjeu éthique sur cette réponse à des attentes légitimes qu'ont les citoyens, même s'il n'y a pas de thérapeutique associée. Et puis on en a un petit peu parlé aussi ce matin sur les différentes parties prenantes qui sont impliquées dans la génomique, mais évidemment il peut y avoir aussi des formes de pression par des compagnies, des firmes. C'est pas du tout pour les critiquer parce qu'elles font partie du processus, mais c'est pour comprendre aussi comment est-ce qu'il y a des incitations qui sont pas forcément directement celles de la thérapeutique. Alors, à partir de là, ce qu'on peut conclure sur ce premier temps de l'expansion du champ de la génomique, c'est que ça va au-delà de la nosologie, au sens traditionnel du terme, que la médecine des 4, 5, 6P maintenant, puisqu'elle intègre les critères de la pertinence et des parcours de soins, font que, de fait, les individus entrent dans des systèmes de prise en charge qui sont très... qui mobilisent aussi bien des données moléculaires que des parcours de soins, etc., et donc qui sont très englobants, que l'incitation via la recherche est aussi un des facteurs qui contribuent à étendre le champ de la génomique, que ce statut, que la circulation des données, l'intensification des recherches sur les données contribuent là encore à renforcer cette extension du champ de la médecine. Et avec cette dimension d'extension, il y a aussi un aspect de rythme, d'accélération, sur lequel on est revenu à plusieurs reprises, mais qui est particulièrement fort dans le cadre des données incidentes. Et que finalement, ça peut créer parfois des espèces d'effets d'illusion, notamment à travers le fait qu'il y aurait des solutions qui seraient adaptées et qui seraient disponibles. Et donc, en contribuant à ces grandes promesses de solutions, éventuellement de créer des effets de frustration. Juste 2 points encore.
par rapport à ce diagnostic, pour beaucoup de situations, à défaut de solution, ce qui va être proposé, c'est de la prévention. Mais de la prévention jusqu'où? Alors, il y a beaucoup d'études, par exemple, sur la prévention autour du cancer de sein, mais il y en a d'autres dans d'autres domaines, et en particulier dans certaines maladies rares, notamment chez le tout jeune enfant. Mais donc, toutes ces questions montrent qu'en fait, il y a une globalisation de cette extension de la génomique qui, en tant que telle, doit nous faire réfléchir sur la manière dont elle agit, performe sur notre existence. D'où cette idée, ce concept un petit peu clé du risque d'un surdiagnostic, c'est-à-dire que cette expansion globale du domaine du pathologique qui contribue à faire de la santé une valeur absolue, mais avec le risque aussi de valoriser ou d'hypervaloriser la santé à travers la notion de santé positive, peut poser un certain nombre de questions à 3 niveaux. Pour les personnes concernées, puisque en fait leur existence et leur rapport à elles-mêmes, leur rapport à leur parentèle, leur rapport à leur futur est transformé par le diagnostic génomique. Pour les professionnels, parce que le professionnel, il va être impliqué dans l'accompagnement de la personne, parfois dans un sentiment d'impuissance ou dans un sentiment d'incertitude sur les informations à délivrer, et en particulier le cas des données incidentes est aujourd'hui souvent problématique, notamment avec des décalages entre les pratiques, entre les textes législatifs et cette difficulté à se positionner de façon consensuelle sur un certain nombre de données incidentes à rendre. Et puis, à l'échelle de la population, en termes de santé publique, puisque on ne sait pas encore très bien quelles seront les conséquences à l'échelle de la population de toutes ces nouvelles informations. Donc Hoffman propose 3 critères pour essayer d'analyser ce risque du surdiagnostic. Too much, too mild, too early. Son idée, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas trop d'informations dans ce qu'on est en train de rendre, trop de phénomènes qui finalement ont un impact symbolique fort au présent, avec des bénéfices sur le futur qui ne sont pas forcément signifiants. Too mild, c'est-à-dire que est-ce que comment évaluer la gravité des conséquences d'une annonce diagnostique, mais aussi confronté à la gravité des risques cliniques qui sont potentiellement impliqués par la donnée incidente. Et too early, c'est-à-dire est-ce que par rapport à des risques qui vont apparaître ou ne jamais apparaître, quand est-ce que c'est le bon moment de délivrer ce genre d'informations? Et donc le risque du surdiagnostic, c'est quand ça va trop loin, trop tôt et qu'il y en a trop. Et évidemment, ça pose des questions compliquées à résoudre. Alors, une fois qu'on a compris ce concept de surdiagnostic dans ce contexte de l'expansion de la médecine, la question qui se pose, c'est de savoir si cette expansion est une amélioration de la médecine. Et donc, on a mentionné à plusieurs fois ce besoin de savoir qui fait que de toute façon, il y a une dynamique. On a parlé d'un paquebot qui ne pouvait pas s'arrêter avant 25 km du port, mais c'est vrai qu'on est lancé dans des dynamiques avec un besoin de savoir aussi bien au niveau des professionnels qu'au niveau des patients. Il y a une recherche de la santé dans nos sociétés développées qui confère à la santé une valeur extrêmement forte et consensuelle dans nos sociétés. Il y a une approche en termes de risque et d'anticipation du futur qui, là aussi, fait consensus, et une volonté de chercher des solutions. Donc, en fait, ces différents éléments auraient tendance à justifier cette espèce de course au diagnostic et d'inclusion, de tendance à l'inclusion des données incidentes. Cela dit, il y a d'autres éléments qui peuvent venir pondérer cette évaluation positive de l'expansion du champ de la médecine. Le premier élément, c'est que en fait, la prise en charge par la médecine risque aussi de signifier la démission d'autres approches.
D'autres approches, par exemple politiques, de solidarité sociale, si on prend certaines pathologies, si on prend la question du handicap, etc. En fait, la médicalisation de la question peut faire que d'autres enjeux, notamment sur le caractère inclusif de la société, sont gommés et, disons, renvoyés en dehors de la sphère de responsabilité de la société au sens large du terme. Donc, si on pointe sur la question de la génomique, ce qu'il faut voir, c'est que les questions de filiation et de parentalité sont retravaillées par la génomique et qu'il ne faudrait pas pour autant qu'elle soit accaparée par elle et qu'il faut que la société veille à ces enjeux qui sont évidemment très structurants pour une société. Sur la question de la famille, c'est la même chose, sur cette dimension à la fois symbolique et juridique, mais aussi solidaire, altruiste de la famille. Il y a eu beaucoup de travaux, par exemple en sociologie, sur tous les circuits symboliques de la famille. Et donc, tout ça, je pense que c'est important de veiller à ne pas le surinterpréter dans le champ de la génomique. Un autre facteur qui me semble très important, c'est la notion d'impuissance. Cette impuissance qui est toujours présentée comme une forme de défaut qui va être résolue par le progrès, mais peut-être qu'on est dans des sociétés sur lesquelles il faut réapprendre une forme d'impuissance, d'absence de solution. Et le dernier point, donc, c'est sur le contrôle des risques, qui est un peu une logique dans laquelle on est impliqué sous couvert d'autonomie, de responsabilité. Et tout ça, en fait, c'est aussi des éléments d'éthique, de politique qui me semblent importants à réimpliquer. D'où l'idée d'interroger les sources éthiques de cette course au diagnostic et de ce focus aujourd'hui sur les données incidentes comme à la fois données pour la recherche et potentiellement données pour le soin. Alors, ça me permet d'arriver à mon troisième point, et je serai rapide, sur le fait qu'il y a des responsabilités scientifiques et médicales de la communauté des généticiens et plus globalement du champ de tous les chercheurs qui sont impliqués dans la génomique. Ça s'intègre dans une approche en philosophie qu'on appelle celle des sciences impliquées. Pendant longtemps, les sciences ont été une recherche de la vérité. Elle continue à chercher une forme de vérité, en tout cas de connaissance. Ensuite, avec le positivisme, les sciences se sont donné comme pour but une recherche de l'utilité. Et aujourd'hui, ce qu'on demanderait peut-être aux sciences, en plus de tout ça, c'est aussi une conscience de sa responsabilité. Et cette responsabilité, elle est liée à cette fonction performative de la science, notamment dans le cadre du diagnostic génomique, ou même sans rien faire, entre guillemets, simplement en délivrant une information, la science transforme ce que nous sommes, notre rapport à nous-mêmes. Donc cette science impliquée, elle a fait beaucoup réfléchir à un certain nombre de scientifiques sur quelles sont nos responsabilités en tant que chercheurs, et je voudrais utiliser un certain nombre de ces recherches pour réfléchir avec vous sur la question des limites de la génomique et comment est-ce qu'on peut interroger ces limites. Et pour ça, je vais m'appuyer déjà sur quelques verbatim que a fait ressortir ma doctorante dans le cadre de sa thèse, où elle montre bien que les acteurs, les généticiens en l'occurrence, ont conscience de cette question des limites. Je lis très rapidement. Il y a un grand nombre de maladies pour lesquelles on n'a pas vraiment encore d'outils, ni de prévention, ni de soins, mais ça reste dans le cadre du soin parce qu'on répond à la demande des personnes, mais on n'a pas vraiment d'action de soin à proprement parler à proposer, si ce n'est l'accompagnement psychologique et bien sûr le suivi au long cours, etc. Mais vous voyez, on touche un peu aux limites de ce qu'on pourrait considérer comme étant du soin. Donc déjà, une prise de conscience dans la pratique quotidienne des généticiens de cette limite. Une autre citation. Le diagnostic génétique, c'est un outil qui est maintenant accessible finalement à beaucoup d'autres spécialistes que les généticiens. Ça nous oblige à réfléchir à de nouvelles organisations, d'une part entre médecins, parce que les spécialistes non généticiens, ils ont beau avoir accès à cette technologie, ils n'en maîtrisent pas forcément les codes et les limites. D'accord ? Et donc, comment est-ce que nous, en tant qu'acteurs, surtout vous en tant qu'acteurs, comment est-ce qu'on peut se poser cette question des limites ? Alors, cette question des limites, elle a été posée dans un autre champ qui est celui de l'environnement.
où des équipes de chercheurs, et donc je vais surtout faire référence à Stéphane, se sont interrogés... Il reste une petite minute, ouais. Désolé. Oh, ça va aller très vite. Se sont interrogés donc sur qu'est-ce que nous n'avons pas identifié comme limite du système Terre. D'accord ? Et pourquoi est-ce que c'est important ? C'est parce que si on outrepasse ces limites, ça déstabilisera profondément le système Terre. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les limites sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse et qu'on ait plus de données, d'informations pour ne pas déstabiliser quatre systèmes que je peux, quatre dimensions du système, hein, la société, avec des enjeux autour de la soutenabilité de la société, des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques dans lesquelles nous vivons, etc. Deuxième dimension du système, le système de soins, hein, qui est en tension un petit peu partout, mais où il y a des questions d'équité, des questions de santé publique et évidemment de soins des personnes, avec des professionnels qui sont en tension. Troisième dimension et troisième point limite, c'est sur l'existence même des personnes, avec un rapport à elles-mêmes, à leur futur, à leur filiation, à leur parentèle, qui est profondément transformé et qui le sera encore plus par les données incidentes. Et quatrième dimension, donc sur ces groupes biosociaux auxquels nous appartenons, en premier lieu la famille, mais qui vont être profondément reconfigurés par la génomique. Donc, juste pour conclure, quelques éléments et en quoi les sciences humaines et sociales peuvent aider à comprendre ces enjeux. Premièrement, la génomique et le génome humain font partie des biens communs. Hein, et donc ça, je pense qu'il y a une conscience très forte des chercheurs sur cette dimension-là. Mais il peut y avoir aussi la production de communs négatifs. Hein, et de ne pas s'interroger seulement sur les bénéfices, mais de s'interroger aussi sur les conséquences négatives et d'essayer de les internaliser au système et de comprendre qu'on exerce une forme de responsabilité. Deuxième dimension, donc il y a des limites qui sont connues autour de la question du consentement, est-ce qu'il est encore praticable, autour des inégalités en santé, autour de l'anxiété que peut générer le diagnostic, etc. Mais il y a aussi des limites qui ne sont pas forcément connues et sur lesquelles il faut développer de la recherche. Par exemple, on a évoqué ce matin la question de la vulnérabilité, des nouvelles formes de vulnérabilité que génère la génomique. À mon sens, là, il y a beaucoup de recherches qui devraient être encore menées. Quatrième point, sur l'accélération. C'est vrai qu'en tant que telle, la temporalité extrêmement rapide, on l'a vu sur les critères économiques, mais évidemment c'est bien, ça va de pair avec les enjeux scientifiques et autres. Ça c'est aussi une limite, dans le sens où nous n'avons pas toujours l'accompagnement ni juridique, ni philosophique, ni éthique à ces évolutions extrêmement rapides. Et donc, pour conclure sur ces différents points, je pense qu'il faut internaliser une réflexion sur l'évolution du système tel qu'il va être transformé par le développement des données incidentes pour essayer d'anticiper les points de fragilité qui font que si ça va trop vite, trop loin, trop tôt, eh bien, ça risque d'avoir des effets qui sont difficiles à assumer à l'échelle des citoyens et de la société. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Hyper intéressant. Juste sur, alors je ne sais plus quelle diapo c'était, où tu avais mis les différents groupes sociaux. Je voulais juste ton sentiment en tant que philosophe, voilà, donc dans le Boundary 4, juste où est-ce que tu mettais l'humanité et est-ce que ça avait du sens ? Alors, merci, c'est une question qui me semble essentielle mais qui me semble avoir été posée en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a une première approche qui a été l'approche Hugo, où on parlait de l'humanité sans embâche, disons, et sans sourciller. Et puis aujourd'hui, on voit qu'en fait, c'est très régionalisé et que l'Europe, l'Asie, les États-Unis, etc., développent eux-mêmes leurs recherches sur les génomes de population. Et donc, en fait, je pense qu'il y a une tension très forte, c'est-à-dire que est-ce que ça va être l'international
qui va être le lieu de l'humanité, et dans ce cas-là, qui donne les règles de l'international, ou est-ce qu'on va arriver à garder une vision de l'universel? Et je pense que ça, c'est un enjeu extrêmement fort qui doit être ensuite décliné dans les systèmes, notamment juridiques et des droits de l'homme des différents pays. Mais à mon sens, c'est un point de vigilance, parce que cet universel, il est plus évident comme il semblait l'être dans les années 90, et c'est normal parce que c'est la réalité dans laquelle nous vivons, mais pourtant c'est un enjeu. C'est une remarque très rapide. Quand vous avez parlé de catégories différentes, donc de, on va dire, pré-patients, justement, je voulais dire que dans le forum citoyen qu'on avait fait en 2018, il y avait une des questions importantes qui était traitée donc, par le panel de 32 citoyens. C'était justement ce besoin de cette nouvelle catégorie de ce qu'ils appelaient pré-patients. Quand on parlait de génomique au niveau national, donc ici belge, et justement qu'il y avait le droit des patients. Mais alors, qu'en était-il de cette nouvelle catégorie de pré-patients en termes de droits, en termes de protection, que ce soit au niveau des discriminations, par exemple, ou au niveau des soins cliniques, etc. Et donc, c'était vraiment... cette recommandation a été adressée au ministre, qui après a perdu les élections. Mais voilà, c'était vraiment une recommandation extrêmement importante. Je pense que ça fait justement partie de ces changements anthropologiques forts et qu'il faut que la société accompagne. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un problème médical d'avoir accès à de l'information, mais c'est beaucoup plus global. Merci beaucoup, Sarah. Merci pour les commentaires. Donc, on va passer à la deuxième partie où on va enchaîner deux présentations. Une, on va dire, côté français et l'autre côté canadien, Montréal. On commence par Delphine Héron. Donc Delphine Héron est pédiatre généticienne, responsable de la génétique clinique à Sorbonne Université, à Pitié-Salpêtrière et Trousseau, à Paris. Elle coordonne le centre de référence maladies rares, déficiences intellectuelles de causes rares. Elle est experte dans la déficience intellectuelle, les troubles du neurodéveloppement et en particulier les anomalies du corps calleux. Et donc elle va nous faire une présentation sur données additionnelles en pratique clinique, quels enjeux. Et puis après on enchaînera tout de suite sur la présentation d'Anne-Marie Laberge et on aura un temps de discussion. Delphine, je te laisse la parole pour 15 minutes. Merci beaucoup Damien, merci de m'avoir invité à parler de ce sujet qui est un sujet complexe, en particulier en pratique clinique. Donc le contexte actuel, vous le connaissez tous, une disponibilité du séquençage du génome qui a été en France faite grâce au plan France Médecine Génomique, une diminution des coûts, une diffusion très large de la possibilité d'avoir accès au génome pour un certain nombre de maladies, en particulier maladies rares et oncogénétiques, et puis des perspectives un petit peu vertigineuses en termes d'utilisation de cet outil génomique pour le préconceptionnel, pour le dépistage néonatal, pour le prénatal, etc. À quoi sert le séquençage de génome? Évidemment au diagnostic primaire dans ces maladies rares, 70 préindications. Vous voyez sur le schéma là, l'augmentation du nombre du diagnostic, de la rentabilité de cet outil pour le diagnostic étiologique de la déficience intellectuelle, par exemple, qui est montée à plus de 50% grâce au génome. Donc on peut voir à quel point cet outil est performant pour le diagnostic des patients qu'on prend en charge, et se pose évidemment la question pour laquelle on discute de ces découvertes qu'on peut mettre en évidence, de variants probablement ou clairement pathogènes, et dans lesquels on va dévoiler. Alors, moi, je voudrais insister sur plusieurs choses. La première chose, c'est que ce que les patients viennent chercher, c'est un diagnostic primaire. Ils viennent parce qu'ils sont malades et ils veulent savoir pourquoi, ou ils sont malades ou leur enfant est malade, a une déficience intellectuelle, a une maladie cancéreuse, familiale, etc. Et ils veulent une réponse à cette question-là. Ils ne l'ont pas toujours. Vous avez vu dans la déficience intellectuelle, 50% de diagnostic, ça veut dire que 50% n'ont pas de diagnostic. Alors, j'ai mis en titre données secondaires incidentes additionnelles parce que la France, l'Agence de biomédecine, propose qu'on parle de données additionnelles à la fois pour ce qu'ils appellent les données secondaires et les données incidentes. On ne va parler que des données incidentes puisque dans la loi aujourd'hui, il ne s'agit que des données incidentes. Vous voyez la différence, c'est dans les données secondaires ou dites secondaires, c'est une recherche active avec une liste de gènes. Dans les données incidentes, il n'y a pas de recherche volontaire, on va à la pêche et on ne sait pas ce qu'on va sortir.
ce que les patients ne viennent pas chercher spontanément. Ça, c'est un point qui me paraît extrêmement important. C'est-à-dire, quand ils arrivent à la consultation, ils ne viennent pas demander des données secondaires. Ils viennent demander un diagnostic. L'information, à l'heure actuelle, et peut-être c'est ça qu'il faudra changer, l'information, elle est donnée à la consultation de la possibilité de trouver autre chose. Mais ce n'est pas ce qu'ils viennent chercher. Et donc, je crois que d'emblée, il faut se poser la question du temps d'assimilation, de cette notion qu'on peut trouver autre chose quand on fait un séquençage de génome, et que prendre une décision, ça peut demander de la réflexion et du temps. Et je ne parle pas de la question de la compréhension, sur laquelle je vais revenir. Alors après, quand on parle de données additionnelles ou de données incidentes, une des questions qu'on se pose aussi, c'est qu'est-ce qu'on va rendre ? Qu'est-ce qu'on va rendre des gènes dits actionnables? On n'est pas tous d'accord sur mais je crois qu'on en parlera après avec la présentation suivante. Mais qu'est-ce que c'est qu'un gène actionnable? Des maladies traitables, ça c'est assez simple. De la pharmacogénétique, ça aussi, ça me paraît être assez simple. Et puis, toute cette ribambelle de pathologies à pénétrance incomplète, d'expressivité variable, de gènes de prédisposition, et puis tout ce qui concerne le conseil génétique, les gènes récessifs liés à l'X, qui pourraient donner un risque de transmettre une maladie qui n'existe pas pour l'instant dans la famille. Alors, je passe là-dessus parce que j'ai pas beaucoup de temps. Un petit mot sur la législation qui a évidemment beaucoup bougé, puisque là, en 2013, la République, enfin le journal, la loi disait qu'elle n'était pas en faveur de la transmission d'informations autres que celles initialement recherchées et pour laquelle le patient a consenti à l'examen. Mais enfin, on laissait quand même entendre que le médecin pourrait être amené quand même à informer le patient d'autres choses. Et puis aujourd'hui, vous voyez qu'on a ce texte de loi qui dit que la connaissance, objectif sans rapport avec son objectif initial, mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris en termes de conseil génétique ou de soins. Ce y compris en termes de conseil génétique est à mon sens une catastrophe parce que c'est tout en fait, c'est toutes les pathologies qui sont concernées. Et c'est tellement une catastrophe que le travail en cours à l'Agence de la biomédecine pour donner les bonnes pratiques n'arrive pas à émerger depuis que la loi est sortie en 2022 ou 2021. Merci. Et alors, bon, j'ai repris cet avis du CCNE de 2016 parce que je le trouvais relativement intéressant. Cette évolution technique, donc on parlait du séquençage au débit, risque de nous faire passer d'une génétique dont l'objet central était d'expliquer une maladie à une génétique dont l'objectif principal deviendrait la prédiction d'une maladie, avec le risque d'atteinte à la liberté que cela comporte dans un objectif de santé publique possiblement interventionniste. Voilà, le CCNE a un peu changé aussi son avis. Alors évidemment, il y a multiples questions éthiques, je ne vais pas toutes les développer, mais je voudrais attirer votre attention sur la question de l'information et du consentement, sur la question de l'interprétation, de la temporalité, et de ce que ça pose également comme question en termes de présymptomatique. Alors vous savez que pour tout soin, le patient doit donner son consentement, ça c'est la loi de 2002 pour tout soin. Pour tout examen génétique, la loi stipule que le patient doit signer ce consentement, c'est pas vrai pour la médecine en général, après qu'elle ait été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Et donc il faut bien avoir à l'esprit que pour que le consentement soit valide, il repose sur la qualité de l'information délivrée et comprise par le patient. Il est dit aussi dans la loi que l'information préalable doit être claire, loyale et appropriée. Pour un diagnostic primaire, on aborde déjà beaucoup de choses. La méthode d'analyse, les objectifs, le rendement, l'impact sur la prise en charge, le conseil génétique, l'information à donner à la parentèle, la conservation des données, la réanalyse, la recherche, etc. Ça, c'est pour un diagnostic primaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour un diagnostic additionnel ? Parler du champ des différentes maladies dépistables, cardiaques, oncologiques, de la notion d'actionnabilité, des notions de pénétrance, d'expressivité, de prédisposition, des variants récessifs, de ce que ça peut être utile pour le conseil génétique, pour la personne qu'on a en face de nous, pour les parents, pour les apparentés. Et puis, je passe sur la question des variants de signification inconnue, parce qu'on pourrait y passer du temps. Et je me suis posé la question, finalement, de qu'est-ce qu'un consentement éclairé ? En fait, ça ne veut pas dire grand-chose, un consentement éclairé. On peut mettre le projecteur complètement aveugler le patient, et puis il va signer si on l'aveugle. On peut aussi
éclairer la moitié, comme vous le voyez sur cet escalier, hein, on en éclaire la moitié, pas l'autre moitié. À mon sens, un consentement éclairé, c'est un consentement pour lequel il y a une question qui est posée par le patient, qui intègre les réponses qui sont données au médecin, par le médecin, et qui prend une décision. Dans la situation des données secondaires, il y a en réalité, c'est très différent de la situation de la médecine en général, où il y a une question qui est posée par le patient, qui va consentir aux soins que lui propose le médecin, que ce soit des explorations ou que ce soit un traitement. Donc il va consentir, il y a quelqu'un qui va lui expliquer et répondre à ces questions. Dans la question des données secondaires, on n'est pas dans cette situation-là. Il y a quelque chose de très asymétrique. Il n'y a pas de demande initiale du patient. Il y a le médecin qui va informer de la possibilité d'eux. Et en réalité, on est dans une situation extrêmement asymétrique, qui est la situation où c'est le médecin qui propose de faire des examens supplémentaires. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est possible de ne pas accepter quelque chose que le médecin va proposer, le médecin qui sait ce qui est bon pour nous et qu'il va proposer? Et est-ce que c'est réellement possible de dire non quand c'est votre enfant qui est concerné et que pour votre enfant, on va dire on pourrait dépister des maladies qu'on va réussir à traiter et qui éviterait que votre enfant soit gravement malade ou qu'on va pouvoir surveiller? Et en réalité, je pense que la question du consentement, c'est la question qui se pose là, c'est pas tant une question de consentement que de permettre à chacun d'accéder au droit d'exercer librement un choix. Mais pour exercer librement un choix, il faut avoir l'information. Et pour avoir l'information, probablement, il faut du temps. Et il faudrait que, entre les médecins et les personnes qui consultent, il y ait moins d'asymétrie. C'est-à-dire qu'il y ait des connaissances ou qu'il y ait du temps qui soit donné de manière à ce que les données soient métabolisées et qu'il y ait moins d'asymétrie, parce que cette asymétrie, elle ne permet pas réellement un consentement. Quels outils on a pour évaluer la compréhension de nos patients? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Il est arrivé, je vais reparler un peu des études qui vous ont été présentées hier, mais il est arrivé dans les études sur les données secondaires en sciences humaines et sociales qu'on se dise, et dans toutes les équipes, qu'on se dise, celui-là, je ne vais pas lui proposer parce qu'il ne va pas comprendre. C'est arrivé régulièrement, et ça arrive régulièrement. Et on peut penser qu'effectivement, il y a un grand nombre de patients, et de médecins d'ailleurs, parce que quand vous parlez de génétique, il y a des médecins qui ne font pas du tout de la génétique, quelquefois on s'aperçoit qu'ils sont très 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 loin de toutes ces considérations. Donc qu'est-ce qu'on a comme outil pour évaluer la compréhension de ce qui est dit? Et voilà, est-ce qu'on le propose finalement à tout le monde ou simplement aux personnes qu'on pense être capables de comprendre? Et on revient à cette espèce de paternalisme qu'on a tant critiqué, qui est de dire le médecin sait ce qui est bon pour son patient. Alors, on vous a dit hier que les études préalables qui ont été faites dans le cadre de la recherche montrent une différence d'acceptation des patients ou des parents entre les services hospitaliers. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi y a-t-il une telle différence? Est-ce que c'est lié à l'éclairage? Est-ce que c'est lié à l'insuffisance de temps pour prendre une décision? Est-ce que c'est lié au défaut de compréhension? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Et ça mériterait qu'on s'attelle un petit peu à cette question pour mieux comprendre. Alors, consentir à quoi? On en a déjà parlé, tout ou rien, laisser le choix de l'information. Donc, est-ce qu'on va dire qu'on rend que les variants classe 4, classe 5? Est-ce qu'on rend les variants classe 3? Est-ce qu'on rend que les risques de cancer, de prédisposition au cancer, que les maladies cardiaques, que les gènes activables, non activables, les variants récessifs? Enfin, vous voyez qu'on peut se poser plein de questions. Alors après, on peut faire des consentements avec des boîtes, comme disait David tout à l'heure. C'est pas une mauvaise idée, mais là aussi, ça demande du temps pour comprendre. Et évidemment, je ne parle même pas des difficultés d'interprétation. Vous savez qu'il y a eu des erreurs de classification des variants, qu'on continue à avoir des erreurs de classification et qu'on peut rendre une anomalie pathogène alors qu'elle ne l'est pas. Ça m'est arrivé 2 fois dans l'étude précédente, de rendre un résultat considéré comme pathogène qui, 2 ans après, n'est plus pathogène. Une fois une histoire de cancer de BRCA1, une autre fois une histoire de myopathie du chêne. Ça génère des dégâts, évidemment.
puisqu'on a pris en charge un risque inexistant, on a fait un conseil génétique qui était complètement inadapté, et la littérature montre ces situations de façon récurrente. Alors, comment gérer les difficultés d'interprétation? C'est le deuxième point. Pour moi, mon premier point, c'était l'information et le consentement. Le deuxième point, c'est la question des difficultés d'interprétation dans notre système de soins en France. C'est-à-dire que notre système de soins et le plan France Médecine Génomique fait en sorte que les biologistes qui analysent les données soient des spécialistes des groupes de pathologie. Hein. L'interprétateur de la déficience intellectuelle, il connaît les gènes de déficience intellectuelle. Il ne connaît pas les gènes de maladie cardiaque, ni de maladie neuromusculaire, ni de prédisposition au cancer. Donc le biologiste expert de l'analyse primaire, il va se trouver en difficulté, puisqu'il sera en dehors de son domaine d'expertise, et il va devoir demander un avis d'expertise. Cet avis d'expertise, il va prendre du temps. Ce temps, il va être pris sur l'analyse des diagnostics primaires du spécialiste des pathologies en cause. Donc ça veut dire qu'il faut revoir notre système de soins. Si on part là-dedans, il faut revoir notre système de soins de manière à ce que on libère du temps pour tous ces biologistes experts. Il y a des erreurs d'interprétation, hein, je vous l'ai dit, et puis on peut se poser la question également, mais je ne suis pas juriste, la responsabilité du biologiste qui n'aurait pas identifié un variant qui aurait un impact sur la prévention, le soin ou le conseil génétique. Quelles données incidantes pertinentes rendre et avec quelle certitude, ou plutôt quelle incertitude? Alors les gènes considérés comme actionnables, les gènes pour lesquels qui sont responsables de maladies traitables, il y en a, hein, il faut bien garder ça en tête. Je veux dire, des maladies métaboliques traitables, eh ben oui, on est content d'avoir le diagnostic. Quand il y a une prévention, on est content d'avoir le diagnostic, à condition que les patients le souhaitent et qu'ils aient bien compris ce qu'il en était. Quelle pénétrance, l'histoire des patients en devenir, donc on en a déjà parlé. Il y en a qui ne développeront jamais les symptômes. Qu'est-ce que ça aura comme conséquence sur eux, sur leur vie, sur leur projet de procréatif? On ne sait pas. Comment et quand restituer les résultats? Alors, ça, c'est une grande question aussi. Est-ce qu'il faut les restituer en même temps que le diagnostic primaire? Et quand il n'y a pas de diagnostic primaire? Non, effectivement, on n'a rien trouvé qui explique la maladie de votre enfant, mais on a trouvé autre chose. Donc, il est déficient intellectuel, mais en plus, il a une prédisposition au cancer ou il a un risque de mort subite. Vous voyez qu'en pratique, c'est quand même assez catastrophique. Est-ce qu'il faut dissocier les annonces? Mais si on dissocie les annonces, là aussi, le système de soins doit être revu. Parce que les consultations pour diagnostic primaire, elles sont déjà à plusieurs mois de délai. Donc, je ne sais pas comment on pourra multiplier les consultations. Et puis, je ne parle pas de la période prénatale. Le groupe de l'Agence de la biomédecine est en train de réfléchir. Et puis, un point qui est rarement abordé, c'est la question du réseau de prise en charge d'aval. C'est bien de faire un diagnostic de prédisposition à une maladie cardiaque, mais il faut avoir les cardiologues qui vont accepter de voir ces patients qui ont un risque inconnu, d'autant plus inconnu qu'ils l'ont bien montré en cardio, je ne sais pas dans les autres spécialités, mais que quand on trouve une anomalie génétique dans un gène connu de maladie cardiaque, de troubles du rythme ou de cardiomyopathie, et qu'il n'y a pas d'histoire familiale, la pénétrance est nettement inférieure. Donc, Delphine, une petite minute. Une minute, oui, mais j'ai quasiment fini. Donc, ça y est, j'ai perdu mon fil. La pénétrance est bien moins importante quand il n'y a pas d'histoire familiale dans un problème cardiaque. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que les cardiologues ou les oncogénéticiens ont envie de prendre en charge on ne peut pas les appeler des patients, hein, des personnes qui sont à risque d'avoir une maladie, mais finalement qui ne sont pas malades. Est-ce que vraiment on va trouver ces réseaux d'aval? On ne les a pas, ces réseaux d'aval, parce qu'il ne faut pas passer trop de temps non plus entre le moment où on va annoncer un diagnostic et le moment où on va les envoyer vers le spécialiste qui va leur dire ce qu'on va faire. Donc là aussi, il y a un problème dans l'organisation du système de soins. Et puis, dernier point, je vais essayer de le faire en une minute, mais il est essentiel. On a aujourd'hui, depuis 1993, réfléchi à la question des tests présymptomatiques avec les associations de patients. C'est-à-dire, tests présymptomatiques, il y a une maladie dans la famille, une maladie dominante à expression tardive, et les personnes peuvent venir demander s'ils sont porteurs de l'anomalie génétique.
on a mis en place un certain nombre de guidelines avec les associations pour que justement on puisse aider les patients à prendre cette décision de faire ou de ne pas faire le test et qu'on puisse respecter leur droit de ne pas savoir. La loi sur les données secondaires, là, telle qu'elle est complètement en contradiction avec la loi sur le diagnostic présymptomatique, et en particulier chez le mineur, puisqu'on dit que chez le mineur, on ne fait pas de test présymptomatique s'il n'y a pas de bénéfice médical pour lui ou pour sa famille. Et vous voyez que là, le bénéfice va être difficile. Ça, c'est les principes pour le diagnostic présymptomatique. Et en couleur, là, vous avez la manière de faire ce diagnostic présymptomatique qui est fait partout de la même manière. L'information, le délai de réflexion, le consentement qu'on peut dire à ce moment-là éclairé parce que la maladie est connue, éclairé parce qu'il y a eu du temps pour digérer les informations et pour prendre une décision. Et vous voyez que là, c'est très mis à mal. Bon, je laisse tomber les tests génétiques en population générale, mais on en a déjà parlé. En conclusion, donc, le séquençage nouvelle génération a apporté d'énormes bénéfices en termes de diagnostic des patients atteints de maladies génétiques, c'est indiscutable. L'évolution législative s'est faite vite, indépendamment d'un consensus scientifique et professionnel, alors que les outils ne sont pas en place pour qu'on puisse assurer correctement le rendu de ces résultats. Les enjeux éthiques sont majeurs et moi je pense qu'il faut qu'on travaille en termes de sciences humaines et sociales sur la question de l'information et du consentement. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas trop déplacé. Merci beaucoup Delphine. Comme je l'ai proposé, on va enchaîner pour voir la vision canadienne et après on fera une discussion. Donc pendant que je pense qu'on va basculer sur la visio, donc je vais avoir le plaisir de donner la parole au docteur Anne-Marie Laberge, qui est médecin généticienne et chef du service de génétique médicale au CHU de Sainte-Justine à Montréal. Elle est professeure titulaire de clinique au département de pédiatrie de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle est financée par le Fonds de recherche du Québec Santé comme chercheure clinicienne senior. Et elle s'intéresse en particulier aux tests génétiques, à leur impact pour les patients et leurs familles et au rôle des guides de pratique clinique pour établir les standards de pratique. Et elle est présidente du groupe de travail sur les trouvailles fortuites du réseau québécois de diagnostic moléculaire et a participé aux recommandations du Collège canadien des généticiens médicaux sur le séquençage génomique au Canada, incluant le contexte prénatal. Et donc du coup, Anne-Marie, je vous laisse la parole. So I'll be talking today about incidental findings and the Quebec perspective. So as you know, secondary or incidental findings are an issue all over the world. In Quebec in 2018, the Quebec Molecular Diagnosis Network was created to develop molecular testing and genomic testing in Quebec instead of sending samples outside of Quebec to the US or Europe for specific tests. Because more and more testing was being done in Quebec, there was a need for a policy about what to do with secondary or incidental findings. So we created a working group in 2021 formed of medical geneticists, genetic counselors, PhDs working in the molecular labs, etc., to develop recommendations on what to disclose in terms of what we called incidental findings in Quebec. So just as a reminder, there is a discrepancy, or there are different views, I guess, across the world about secondary or incidental findings. In Europe, the European Society of Human Genetics continues to say that disclosure of these findings should be limited. Disclosure of findings should be limited to the indications for the test, and that any disclosure of incidental or secondary findings should be done in the context of a pilot project to evaluate their impact. In the US, as you know, the ACMG has had a list of genes, actionable genes for disclosure since 2013. In Canada, as usual, we're kind of in between. So the influence of the ACMG is being felt, but
we are a public healthcare system with, limited resources. So the CCMG recommends not disclosing secondary or incidental findings, but do say in their recommendations, if a lab decides to disclose such findings, then it should be done in a limited fashion, limiting it to in children to incidental findings that are actionable in childhood, and in a prenatal setting to conditions that have a significant impact on health in childhood. So in that context, our working group started to work on a Quebec-specific policy. And as you've heard already, there are all kinds of forces that come into play when we're trying to decide what to do about these findings. They're very complex. The interpretation of these findings requires a lot of resources, and then if we find them, we need to follow these patients. That also requires a lot of resources. On the other hand, what are patients' rights about their autonomy to decide to get this information or not? Is it information that is owned by patients because it's about themselves? And what are the responsibilities of professionals in the lab and in the clinic to disclose or not disclose if there's a risk of benefit versus harm for the patient or for the family? So it really depends on which of these forces takes precedence. So in our working group and in the Réseau Québécois des Examens Moléculaires, we decided first to come up with principles before we came up with a list or an algorithm. We wanted to make sure that if we needed to modify our gene list or over time, we could go back to the principles to make sure that we were being coherent over time. We also decided that this list should be updated every 2 years, and that there should be a permanent committee looking at requests to add genes to this list. So our principles are, first of all, to have what the Americans call a stumble upon approach. So instead of actively looking for variations in these genes, we would only report variations that would be found in the context of the analysis done for a particular test. So if you're doing a cardiomyopathy panel, even if it's exome-based, if you're doing a virtual panel and analyzing cardiomyopathy genes, you shouldn't be stumbling upon a mutation in BRCA1 or BRCA2. So that limits the number of incidental or secondary findings that you could find. And then only disclosing pathogenic or likely pathogenic variants in the genes. And for trio analyses, only reporting findings that were found in the index case. And then we also said, well, this will be adapted to the different contexts. There might be slight differences for children for the prenatal context. But one thing that we all agreed on was that there should not be a choice to disclose actionable findings in children. So we also recommended that these findings be reported in a different section of the lab report to make it clear that these were secondary or incidental findings and that they're not the primary finding. And we are also working on having standard text with incidental findings in the lab reports so that the labs don't have to reinvent the wheel each time. So we came up with our list of genes using different sources. We looked at the ACMG list, of course. We looked at the list of genes that was evaluated by the eMERGE research project. For cancer, we looked at the genes that were recommended by the Société Française de Médecine Préventive et Personnalisée. And then we also used data from the ClinGen
actionability working group. We divided the genes into 3 groups, cancer, cardiovascular, and then metabolic and other. All of these groups were looked at by at least 2 to 3 different members of our working group, and we assessed the ClinGen actionability working group score, which looks at severity, probability of a phenotype, the nature of the intervention, its efficacy or effectiveness, and the quality of the data or the evidence available. We looked at whether the gene was in all of the lists or just one of the lists. So was it a consensus gene or not? We attributed different weights to the different criteria, and looked at also characteristics based on age group to decide whether to include them in our adult list or pediatric list. So we came up with 49 genes in the adult context. So there are a few genes that are specific to the adult list that were not included in the pediatric list. We also have some specificities for a few genes. So of course, for genes associated with autosomal recessive conditions, we only report if there are 2 variants. And then same for X-linked genes, only reported for males. Then we looked at what to include on our pediatric list. And this is a question that I had published about with Julie Richer, who's a geneticist in Ottawa, in Ontario, here in Canada, and how to assess actionability during childhood. So when part of the questions that we asked was when is the age of onset of the condition? Is it an age of onset that's uniformly in childhood or not? And what's the proportion of cases that present in childhood? Is this proportion sufficiently high to justify starting a surveillance or a preventive measure in an asymptomatic child? For example, when we talk about the proportion of cases with age of onset in pediatrics, we also have to think of the age of onset of the complication or the manifestation that we're trying to prevent with our intervention, with what's actionable. So for example, for P10, children may have all kinds of clinical manifestations starting at a young age, but what we're trying to prevent is the thyroid cancer, and that's something that appears quite later. And we also, of course, looked at the quality of the data and what the usual practice or currently available recommendations are for children who are at risk for these conditions based on a family history, to make sure that we were coherent with the recommendations that already existed, as was alluded to in the previous presentation. So just a few examples of actionability on the y-axis, and then age of onset of the preventable manifestation on the x-axis, to show that there's a wide range of ages of onset and of actionability for the conditions that were on the ACMG list. So for the pediatric list, because we figured that disclosure would be mandatory for children, we wanted to try to have a limited list. In the end, we came up with a list that's almost as broad as the adult list. There are a few genes that are on the adult list that didn't make it to the pediatric list, but we added 2 genes, RB1 and WT1, which are specific to pediatric cancer. Same thing about autosomal recessive or X-linked conditions. And then we did keep the BRCA1 and 2 and the Lynch syndrome genes, but only if they're biallelic. So if it relates to Fanconi anemia or mismatch repair syndromes. So we also had to think about what to do in a prenatal setting. The CCMG has recommended that any incidental finding related to a clinically significant childhood onset condition be disclosed in the prenatal setting, and there's no way to come up with a list because there would be too many
clinically significant genetic conditions. So we decided to start with more of an algorithm and have a committee review such findings to decide whether they should be included in the report or not. So we're now I'm going to show you the algorithm, but we're just now forming our committee and haven't yet started to implement this in practice. I think it's going to be challenging because it's going to require regular meetings and a quick turnaround to answer these questions. So our the first part of the algorithm is whether the variant is in one of the genes that we have already designated for disclosure. And for now, that includes only the pediatric list, and then the genes involved in conditions that are found by newborn screening. If the variant is not in one of those genes, then we have to ask ourselves, is it pathogenic or likely pathogenic? Is it a gene that meets the validity criteria for the FQDM? Is it one of the genes that's on the adult list but not on the pediatric list? Then it would be excluded. Is it associated with a known pediatric phenotype? Make sure it's not carrier status, and make sure that during the consent process, the pregnant person has elected to receive incidental findings. So if it meets all of these criteria, then it will make it to the committee, and the committee will evaluate whether it meets this bar of clinically significant phenotype in childhood based on characteristics of the disease, its natural history, variability, penetrance, etc., and then characteristics of the gene, and then genotype-phenotype correlations. And the committee will make a recommendation, and if it's positive, then the variant will be included in the report in an incidental finding section, and if not, it won't be included. So, so this is something that we're just starting now. In conclusion, so our guiding principles aim to try to minimize incidental findings and to provide practical guidance to labs and harmonize and standardize practices across the labs in the province about incidental findings to report. This approach is really an expert consensus from clinicians and lab specialists, considering the available evidence about this subject and our local healthcare system context. And we hope that this can be helpful for other settings where people are trying to address the same questions. So I'd like to thank the members of our working group, both the professionals and then the representatives of the Ministry of Health. Thank you. Merci beaucoup Anne-Marie. On voit qu'il y a des petites différences entre les deux pays. Bonjour et merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, c'est toujours très intéressant d'avoir le retour d'expérience d'autres pays. Franchement, c'est super intéressant. Juste là, vraiment, c'est plus une question de curiosité de ma part. Vous avez, dans le contexte du prénatal, dit donc que vous informiez et recueilliez le consentement de la personne enceinte. Donc, voilà. Et je voulais savoir si c'était uniquement cette personne-là qui était informée et pour laquelle on avait le consentement dans le cadre du prénatal, justement. Est-ce que c'est que la femme enceinte ou son partenaire? Idéalement, le partenaire est aussi présent et d'accord, mais le consentement est signé par la personne enceinte parce que c'est elle qui subit le test, que ce soit une biopsie de pilosité choriale ou une amniosynthèse. Donc, c'est elle qui signe le consentement. Les résultats sont au nom de la personne enceinte aussi. Donc, oui, c'est pour cette raison que c'est... Ouais. Le même système en France avec, dans la loi de 2021, en tout cas, une toute petite évolution, on va dire, pour l'information du ou de la partenaire. Mais voilà, ça me questionne en fait cette histoire d'information et de consentement prénatal. Merci beaucoup. Quand on parle de trouvailles fortuites, par contre, on discute de l'impact potentiel pour les deux partenaires. Donc, idéalement, ils sont
présent et conscient et il y a consensus entre les deux partenaires. Oui, et c'est bien là, en termes d'information et de consentement, que se pose ma question. C'est tout à fait à ce moment-là. Donc, merci. Oui, merci. J'avais une question, moi, par rapport aux critères d'information des personnes. Donc, vous avez dit que vous preniez en compte l'impact de la communication du résultat en DPN, donc, sur la qualité de vie. Et ma question, c'est qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que c'est la qualité de vie de l'enfant? Est-ce que c'est la qualité de vie des parents? Est-ce qu'on prend en compte les aspects économiques, donc de prise en charge, par exemple, de la stratégie de prévention ou de diagnostic? Qu'est-ce que vous prenez en charge là-dedans? Enfin, qu'est-ce que vous continuez? Voilà. Oui, c'était le dernier tableau que vous aviez fait voir. Comme je vous dis, on commence. On est en train de former le comité. On va commencer à recevoir des cas à évaluer à l'automne. Donc, on est encore dans la théorie, pas encore dans la pratique. Mais l'idée, c'est d'essayer, au meilleur des connaissances disponibles, d'évaluer est-ce que le variant représente un risque suffisant d'une condition médicale significative durant l'enfance. Ce qui est un terme très vague, mais c'est la recommandation du Collège canadien, là, donc on est un peu pris avec ce flou. Pour l'instant, je n'ai pas une réponse très claire à vous donner parce que on veut essayer de prendre en compte le maximum d'informations, mais quel poids auront chacun de ces éléments-là? Je pense que c'est dans la pratique qu'on va mieux le voir. Merci de votre présentation. Je voudrais revenir sur le cas du diagnostic prénatal, s'il vous plaît. Si vous avez une demande d'interruption de la grossesse pour motif médical sur un des 46 gènes sur lesquels vous avez cherché, est-ce que vous informez à l'avance? Est-ce que vous avez par exemple des gènes dont la pénétrance n'est pas complète, là, sur les maladies cardiovasculaires, par exemple? Quelle est votre attitude et quelle est l'information que vous donnez à la femme avant? Comme je vous dis, on est au début de ça. Donc, mais en ce moment, déjà, on parle de trouvailles fortuites avec les tests qu'on fait déjà. On leur explique que dans certains cas, c'est des choses pour lesquelles il peut y avoir quelque chose à offrir. Que, en fait, dans beaucoup de ces cas-là, c'est des choses qui peuvent être héritées. Donc, il y a aussi un impact pour les parents eux-mêmes. Donc, on leur explique aussi que cette information-là pourrait avoir un impact pour leur propre suivi. Pour l'instant, on n'a jamais eu de situation où les gens ont parlé d'une interruption dans le contexte d'une trouvaille fortuite actionnable. Il faut se rappeler que dans nos 46 gènes, c'est tout des choses qui donneraient des symptômes en âge pédiatrique. Là. Donc, on s'éloigne là, de BRCA ou de hétérozygote ou syndrome de Lynch. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu cette situation-là. Je pense qu'après ça, en contexte prénatal, l'avortement est permis sans qu'on ait une raison spécifique, surtout quand on est assez tôt en grossesse, comme le moment où sont faits la plupart des biopsies, des vélocités cardiaques, des amniosynthèses. Donc, ça revient après ça à la personne enceinte et à son partenaire de décider ce qu'ils veulent faire. Là. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais revenir sur la composition du groupe de travail, donc parce qu'il y a surtout des experts médicaux et des membres du ministère. Et finalement, les associations de patients ne sont pas mobilisées. Est-ce que vous y avez réfléchi? Est-ce que ce n'est pas le moment? Et est-ce qu'il y a une demande des patients ou des associations de patients sur les données incidentes? C'est une bonne question. Au départ, c'était vraiment un mandat d'outiller les laboratoires pour leur donner une approche qui serait uniforme à travers les 12 laboratoires du Québec. Donc, dans ce sens-là, c'était de rendre plus pratique les concepts des recommandations générales qui existaient. Dans ce sens-là, on n'avait pas impliqué de représentants de patients. Peut-être que sur notre groupe notre comité pour le prénatal, ça pourrait être un enjeu. Ce qui est difficile, c'est de représenter l'ensemble des conditions possibles avec des représentants qui souvent arrivent avec
une expérience d'un certain type de catégorie de conditions. Donc, ça, c'est un défi. Donc, pour l'instant, on n'en a pas, mais c'est certainement que dans d'autres situations, dans d'autres types de comités, oui, on en a. Ça sera à réfléchir pour le futur. Alors, c'est Tiffaine Adam de Baumé qui pose une question et qui commence par dire « Sublimes overview, merci. Comment est traitée l'information des trouvailles dans le cas de PMA? Est-ce qu'on fait un retour aux banques de donneurs ?» C'est une bonne question. Ici, la PMA est couverte seulement depuis le mois de mars 2024. Donc, on n'a pas encore beaucoup d'expérience dans le système public. Avant, c'était fait en privé et les banques de donneurs étaient surtout des banques américaines. Donc, ça, j'ai de la misère à vous répondre, mais ça va être un enjeu, certainement. En France, on n'a pas l'expérience pour les données secondaires, mais on a l'expérience pour d'autres pathologies génétiques qu'on trouve chez un enfant né issu d'un don. Et effectivement, quand il y a un intérêt, on informe le donneur via le service de PMA. Je crois qu'il y a un travail à l'Agence de biomédecine pour voir comment on remonte. Puis il y a aussi une commission sur la retour aux origines. Ouais. Juste pour compléter que dans le contexte de la procréation en France, ça s'est grandement renforcé dans la nouvelle loi de bioéthique. Et effectivement, on est en attente d'un certain nombre de recommandations de bonnes pratiques. On avait des choses qui allaient dans un sens, alors je ne me souviens plus exactement, ça allait quand on trouvait l'anomalie chez l'embryon et on pouvait remonter vers le donneur, ça existait déjà dans la loi, et en fait on a fait le sens inverse maintenant. Donc il y a vraiment des recommandations en cours. Oui, donc Delphine a bien insisté effectivement sur un peu la mise en tension, par exemple, auprès asymptomatique. Et puis je crois que dans les deux présentations, il y a la nécessité d'information et de cette information qui est vraiment importante. Après, ce qu'on voit, c'est qu'au Québec, évidemment, vous avez des listes et le biologiste, c'est dans la liste ou pas dans la liste, ce qui est un peu différent effectivement de la pratique en France. On va être obligé de continuer. Donc, on a eu pas mal de questions sur le prénatal et donc ça tombe bien parce qu'on va passer à deux présentations donc, qui vont se suivre pour après grouper les questions sur le prénatal, justement. Et donc, on va commencer tout de suite par Guillaume Cogan, qui est généticien, docteur junior en laboratoire de neurogénétique à la Pitié-Salpêtrière. Il est titulaire du Master 2 d'éthique, sciences, recherche et société à l'Université Paris-Saclay. Il a été aussi rapporteur d'un sujet sur le prénatal, justement, au sein de la Fédération française de génétique humaine. Et donc, il va nous faire sa présentation sur les données incidentes avec un focus sur le prénatal. Et puis, on enchaînera tout de suite avec la deuxième présentation et on groupera les questions par la suite. Je te laisse 15 minutes. Ok. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup déjà de me donner l'opportunité de parler des données incidentes en prénatal. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir une présentation et dans une session et de voir d'autres présentations avant et de vous dire « Ah, ça je voulais en parler, ça aussi je voulais en parler, ça aussi » et vous dire mais, « De quoi je vais parler finalement ?» Parce que je comptais parler du prénatal mais aussi d'autres éléments. Donc je vais essayer de un petit peu adapter ma présentation pour qu'elle soit complémentaire. De manière différente. Voilà. Ok, la répétition pour bien revenir. Donc, Delphine a pas mal insisté sur les difficultés que poserait l'application, enfin l'information et la recherche des données incidentes. Et je souscris d'ailleurs à ce qui a été dit. Mais ce qu'il faut voir d'un autre côté, c'est que, comme l'a montré Éléonore, je pense, hier, c'est qu'il y a un fort taux de participation des patients et d'acceptabilité aussi du public, de la population en général, de l'information plus du rendu des données incidentes. Alors on peut se demander quelles sont les motivations des patients pour ce rendu. Et si on distingue entre ceux qui souhaitent savoir et ceux qui ne souhaitent pas le rendu, hein, je parle du rendu là, des données incidentes, on peut voir que globalement ça répète un petit peu ce qu'a dit Éléonore hier. Ceux qui souhaitent le rendu des données incidentes, c'est pour éventuellement adapter leur style de vie, avoir accès à des traitements préventifs ou alors entrer dans des essais thérapeutiques, réduire le temps entre la consultation et le temps de diagnostic et donc éventuellement l'errance diagnostique, et puis aussi le bénéfice de pouvoir informer les autres membres de la famille. Et pour ceux qui ne souhaitent pas avoir un rendu des données incidentes,
ils disent qu'ils seraient inquiets de vivre avec cette notion qu'ils vont peut-être développer une maladie plus tard dans leur existence et lorsqu'il y a une analyse, lorsque la donnée incidente est identifiée chez un enfant, les parents évoquent le fait qu'ils auront peut-être une relation affectée avec leur enfant. Donc la question qu'on peut se demander, c'est est-ce que ces motivations et ces arguments des couples sont légitimes ? Et moi, il me semble que oui, ils sont légitimes. Et du coup, pour moi, vraiment, la question centrale, c'est de se dire, après toutes les difficultés légitimes aussi qu'a présentées Delphine Héron, est-ce qu'il est possible de répondre, de trouver un cadre en fait éthique ou normatif, voire juridique, à cette demande des couples qui comprendrait toutes les difficultés que Delphine a présentées. Et évidemment, la réponse, elle ne va pas se faire aujourd'hui. Et je donnerai dans ma dernière diapo un petit peu une proposition de procédure pour répondre à cette question. Donc je voulais parler des lois qui sont en place. Alors je ne suis pas juriste, mais c'est plutôt pour donner des éléments de réflexion. En 2013, au moment en fait, de l'émergence des technologies de nouvelle génération et donc de la possibilité d'identifier des données incidentes, cette loi qui parle de fins médicales concerne pour moi les données incidentes sans les évoquer précisément, et elle explique que le consentement express de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Et on peut se dire qu'une donnée incidente, finalement, ça peut faire partie de la finalité de l'examen génétique, même si, évidemment, la finalité première, c'est de trouver la cause de la maladie. Donc, on avait cette loi, en fait, j'ai exploré un petit peu ce que disaient les différentes institutions françaises éthiques lors de leur rapport en prévision des lois de bioéthique. La plupart de ces rapports datent de 2018. Donc, l'Agence de biomédecine disait que la notion de finalité de l'examen évoquée dans la loi peut apparaître trop restrictive pour permettre l'information d'une anomalie génétique découverte incidemment. Donc, il voulait dire que, a priori, la loi était un peu floue. Par contre, le Conseil d'État, lui, expliquait qu'il faudrait, dans son avis, il était en faveur de l'information et du rendu des données incidentes. Il expliquait quelques critères, la validité, le fait que la donnée soit scientifiquement certaine, l'utilité médicale, le phénotype sévère. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il disait que cette approche est en adéquation avec les textes actuels et qu'aucune modification légale n'est nécessaire. Ce qui est en fait en contradiction avec ce que disait l'Agence de biomédecine, et également en contradiction avec ce que disait l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui disait qu'il serait utile, faisable en tout cas, de réexaminer la loi dans la perspective de rendre des données incidentes. Donc on voit que en fait, le décret de 2013 en tout cas paraissait flou. Le CCNE, quant à lui, sur différents arguments, expliquait qu'il faudrait approfondir l'analyse des conséquences sur la santé publique, le retentissement psychologique et les coûts du rendu des données incidentes, et proposait de réaliser des études pilotes dans différentes régions et dans différentes tranches d'âge pour avoir un peu une idée de l'impact global du rendu des données incidentes, donc plutôt favorable. Et enfin, le rapport de l'Assemblée nationale, je ne rentre pas dans les détails, mais il disait qu'aujourd'hui, on devrait être quasiment obligé, aujourd'hui en 2018, de rendre les données incidentes parce que toute personne doit avoir accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues à quelque titre que ce soit par le médecin. Donc, en résumé, flou juridique en 2018, avant les lois de bioéthique de 2021, avec différentes interprétations de la loi, mais globalement, les institutions éthiques étaient en faveur du rendu. Et évidemment, comme vous le savez tous, la loi de 2021, avec le décret sorti récemment, a complètement clarifié ces éléments. Ils disent que l'examen peut révéler incidemment des caractéristiques. Donc là, pour la première fois, on parle vraiment de données incidentes dans la loi. Et ils expliquent, en fait, ce qu'a expliqué Delphine, c'est que ça peut être rendu aux membres de la famille, y compris dans un contexte de conseil génétique. Donc en fait, ça ouvre une porte extrêmement large et ça ne donne finalement aucun cadre pour la pratique courante. Et l'agence de biomédecine est justement en train de travailler là-dessus, mais il y a quelques difficultés à s'accorder sur le cadre
normatives qui pourraient régir le rendu des données incidentes. Donc maintenant, pour passer au prénatal, pour vous expliquer d'abord le contexte, en fait, à la Fédération française de génétique humaine, un groupe de travail éthique a été créé en 2022 suite aux assises de génétique, et 3 thématiques ont été discutées avec ce groupe éthique, et l'une d'entre elles, c'était le séquençage d'exomes en prénatal. Donc moi, je faisais partie de ce groupe-là. Alors on a réfléchi sur l'ensemble des enjeux éthiques du séquençage d'exomes en prénatal. Les données incidentes en font partie, mais ce n'était pas le cœur de notre réflexion. Et donc, on est beaucoup moins avancé que la Société canadienne de génétique médicale, parce qu'encore une fois, nous, notre objectif était vraiment plus large. Mais je peux quand même néanmoins vous parler des conclusions qu'on a pu avoir sur les données incidentes en prénatal. Alors, tout d'abord, la différence, pour moi, centrale entre le postnatal et le prénatal, c'est que dans le prénatal, l'objectif de l'examen génétique, c'est d'identifier la cause éventuelle des malformations du fœtus, ce qui permet d'apporter un meilleur pronostic au couple sur le handicap éventuel postnatal, qu'il soit intellectuel ou physique. Et le couple, à partir de ces nouveaux éléments, peut se projeter sur après la grossesse et concrètement se demander s'il souhaite ou pas poursuivre la grossesse ou faire une interruption médicale de grossesse. Évidemment, il y a d'autres enjeux, notamment le fait qu'en prénatal, le délai est court entre le moment où on lance l'analyse génétique et le moment où on doit rendre le résultat et où le couple doit prendre une décision. Et on a bien vu avec la présentation d'Éléonore hier que le délai de réflexion des couples est extrêmement important sur leur décision finale, puisque lorsqu'ils avaient un délai plus long, si je ne dis pas de bêtises, globalement, les couples étaient demandaient moins le rendu des données secondaires. En prénatal, ce délai de réflexion n'est pas possible. De plus, il y a énormément d'informations qui sont fournies, le fœtus a des malformations, et donc je pense qu'on est dans un cadre extrêmement anxiogène, en tout cas plus qu'en postnatal où il y a plus de temps de réflexion. Donc voilà les quelques spécificités du prénatal. Et donc, nous, on a décidé, un peu comme la société canadienne, en fait, de distinguer la temporalité d'apparition des symptômes lorsqu'on trouverait une donnée incidente. Donc là, on est dans le cadre où le fœtus a des malformations, on fait l'analyse et on ne trouve pas de diagnostic primaire, mais on a une donnée incidente, par exemple. Imaginons que cette donnée incidente ait un début pédiatrique. Selon nous, on est dans la même temporalité que les malformations du fœtus. On a des malformations chez le fœtus, on se dit qu'il va y avoir un handicap dans les premiers jours, semaines, mois de vie. On a une donnée incidente d'une maladie à révélation précoce, on est dans le même cadre. Et donc on estime que le couple aura pu se projeter, on va dire, dans éventuellement un rendu de données incidentes et que ça n'interférera pas de manière trop importante avec l'idée de la donnée primaire, enfin de la recherche de la cause. Et donc on pense qu'il est légitime de rapporter ces données-là. Alors juste une précision, c'est le groupe éthique de la FFGH, donc on n'est pas l'agence de biomédecine, on est là pour donner des éléments de réflexion, mais certainement pas pour émettre des recommandations de bonne pratique. En tout cas, cette position, elle est en accord avec l'ACMG, le Collège canadien et la Société internationale de diagnostic prénatal. Pour le Royaume-Uni, ils n'ont pas du tout de position claire et ils ne sont, je pense, pas aussi avancés dans ces réflexions que nous, et encore moins que les Canadiens. En plus de ça, l'ACMG et le CCMG proposaient de rendre les données incidentes dans des gènes qui donnent soit une déficience intellectuelle, soit un trouble du neurodéveloppement, soit un trouble du métabolisme. Donc un cadre quand même relativement souple, mais un cadre quand même. Pour ce qui est des données à révélation tardive, là on pense du coup un peu la même réflexion qu'il y aurait une interférence trop grande entre la projection du couple sur les malformations du fœtus qui donnerait un handicap a priori précoce et des données de l'adulte. Par exemple, on a un variant dans BRCA. Aujourd'hui, c'est autorisé, disons, de faire un DPN, DPI dessus, mais les familles dans lesquelles il y a des cancers du sein ou de l'ovaire à cause d'un variant BRCA, elles ont pu se projeter, avoir une expérience familiale, etc. Là, on n'est pas du tout dans le même contexte. Donc même si pour BRCA, disons, c'est autorisé, si on identifie une donnée incidente BRCA chez le fœtus, on estime qu'il ne faudrait pas rendre cette donnée.
Le collège américain, enfin les Américains et les Canadiens sont d'accord avec nous, et la Société internationale de diagnostic prénatal et le Royaume-Uni n'ont pas de position précise. Ensuite, pour le statut de porteur hétérozygote de maladie récessive, là, globalement, en prénatal, on n'est pas du tout dans ce cadre-là, et donc, sans rentrer dans les détails, on pense qu'il ne faut pas rendre ces données, et globalement, tout le monde est d'accord sur cet élément-là. Maintenant, lorsqu'une analyse en prénatal est réalisée en duo ou en trio, on peut aussi identifier des données incidentes chez les parents. Globalement, les réflexions, pour moi, sont à peu près similaires que celles des données incidentes globales chez l'adulte, sauf qu'on est en contexte prénatal, donc on ne rendrait pas la donnée en prénatal, mais peut-être en postnatal. Et aussi, il faudrait se dire que dans ce contexte, on aurait l'information pour le fœtus, parce qu'on l'aurait séquencé également. Donc pour moi, ça pourrait un peu changer le rapport entre les parents et l'enfant, et aussi l'enfant, lorsqu'il arrivera à sa majorité, en fait, la donnée elle sera déjà présente. Donc psychologiquement et peut-être philosophiquement, ça peut changer les choses, mais dans notre groupe, en tout cas, on n'a pas discuté dans le détail de ce sujet, parce qu'encore une fois, c'était sur le séquençage d'exomes en prénatal, et on a discuté de beaucoup d'autres éléments. Donc, juste pour conclure, il y a une phrase que j'aime bien de Marc Hunyadi qui dit « Entre le je peux et le je fais, il y a un écart, une interrogation sur le souhaitable ». Et ce qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons identifier des données incidentes, mais est-ce que c'est souhaitable? Alors, il y aurait beaucoup de difficultés de mise en place qui ont été mises en avant par Delphine Héron et qui, pour moi, sont tout à fait légitimes. Mais d'un autre côté, il y a aussi le désir, lorsqu'on leur évoque cet élément, le désir de la population générale et des patients d'avoir accès aux données incidentes. Et donc, face à ces deux choses, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est possible de trouver un cadre éthique qui permet de répondre aux souhaits des couples, tout en gardant un peu le modèle éthique français et un cadre juridique cohérent, notamment avec les tests présymptomatiques. Pour moi, il y a deux éléments qui seront importants de notre côté médical. C'est être au clair sur la pertinence clinique pour les patients. Ce n'est pas les patients qui vont déterminer la pertinence clinique, enfin, c'est compliqué. Et sur la faisabilité pratique dans le contexte de santé, du système de santé français. Et évidemment, il y a d'autres éléments qui ont été mis en avant par la présentation de Sarah Carvalho, je pense qu'il faudrait prendre en compte. Donc, l'Agence de biomédecine réfléchit sur ces questions. Il y a le décret qui est sorti en 2023 et de mes discussions avec David Geneviève, ils sont actuellement, l'idée c'est de fournir un consentement en fait qui donnerait un peu ce cadre, mais ce cadre est vraiment difficile à trouver. Et en parallèle, il y a l'initiative de la Fédération française de génétique humaine avec un groupe de travail qui a débuté ses travaux mi-2024, dont l'objectif c'est de réfléchir uniquement sur les données incidentes. Comme je vous ai montré, nous on a réfléchi sur le séquençage d'exomes en prénatal, mais là, pendant 2 ans jusqu'aux prochaines assises de 2026, un groupe de travail composé de généticiens, de personnes des sociétés humaines et des sciences humaines et sociales et éventuellement des associations de patients vont travailler sur ce sujet et les conclusions seront rendues aux prochaines assises à Cannes en 2026. Et je pense que c'est important, en tout cas en France, qu'on ait une initiative collective sur ce sujet. Et sur les autres, d'ailleurs, sujets éthiques comme le Canada le fait. Voilà, je remercie tous les membres du groupe éthique, tout particulièrement Pascal Saugier-Weber, et je vous remercie aussi de votre attention. Merci beaucoup Guillaume. Donc il reste 2 présentations flash. Comme il y en a une qui est vraiment en lien avec le prénatal, on enchaîne, on fait les questions et on finira avec la dernière présentation flash. Donc je présente Charlène Daval, qui est ingénieure de recherche en sciences humaines et sociales au service de génétique de Dijon, aux côtés de Laurence Fèvre. Philosophe de formation, elle s'intéresse aux enjeux du séquençage haut débit dans le champ du diagnostic prénatal, aux côtés des professionnels des CPDPN, des centres pluridisciplinaires diagnostic prénatal, et des couples. Et là, elle s'intéresse un peu plus à PIC3CA, mais ça ne sera pas le sujet de cette présentation. Et donc, je vous laisse la parole pour cette présentation flash sur penser les données incidentes et révélations néonatales dans le contexte du diagnostic prénatal, éléments de réflexion des enjeux éthiques à l'heure du séquençage haut débit. Merci. Oui, donc effectivement, j'ai 3 minutes pour vous faire une mise au point d'une étude en sciences humaines et sociales que nous avons menée ces derniers mois. Donc, elle s'appelle Prénatome SHS et elle est dans la filiation d'une étude clinique qui s'appelle Handy Prénatome et qui portait justement sur la faisabilité de l'exome en prénatal.
Et là, ce qui nous a intéressé plus particulièrement du côté SHS, ce sont les enjeux organisationnels pluridisciplinaires de la mise en place du séquençage d'exomes dans le contexte prénatal. Et pour ce faire, nous avons interrogé au printemps 2022 des professionnels de santé impliqués de près ou de loin dans la médecine génomique. Donc ça concerne effectivement les généticiens cliniciens, mais pas seulement, donc les gynécologues obstétriciens notamment, les sages-femmes. Parmi ces personnes interrogées, nous avons mené plusieurs focus group, dont 2 composés exclusivement de généticiens cliniciens. Et à cette occasion, nous en avons profité pour leur présenter 2 cas cliniques, dont un portant sur une variation de signification incertaine que je laisse de côté pour aujourd'hui, et un autre cas clinique donc sur une donnée incidente qui a été rencontrée pendant l'étude clinique handiprénatome, qui a effectivement posé des questions au niveau collégial et du côté du prescripteur au moment de cette étude. Donc je vous la présente, je présente ce cas clinique très rapidement. Donc c'est une femme qui, à 28 semaines d'aménorrhée, présente des signes d'appel polymalformatifs. Donc les biologistes ont mis en évidence un diagnostic primaire classé variant de signification incertaine sur le gène EFMP2, homozygote hérité des 2 parents. Donc ce résultat primaire a été classé variation de signification incertaine, enfin classé évidemment négatif sur le compte-rendu. Mais là, ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est la mise en évidence d'une variation dans un autre gène qui s'appelle RAG1 et responsable d'un syndrome d'immunodéficience et qui ne présente pas de phénotype prénatal à ce moment-là. Et donc, dans le contexte de cette étude en sciences humaines et sociales, nous avons demandé aux participants, généticiens cliniciens, donc, de se projeter en situation clinique en leur demandant comment ils auraient réagi. Donc ici, je vous présente effectivement, synthétiquement, les résultats et questionnements soulevés par les généticiens cliniciens à ce moment-là. Donc, comme je le rappelle, on était au printemps 2022, donc pas de décret à ce moment-là. Hein. Et donc voilà, les questions, en tout cas synthétiquement, qui sont présentées de la part des généticiens cliniciens, et puis la discussion qui a été menée ensuite, c'est devrions-nous prendre en compte différents types de données incidentes lorsque nous demandons aux parents de choisir s'ils veulent recevoir les résultats de données incidentes. Donc, c'est-à-dire spécifier ces données incidentes selon leur contexte de révélation. Et donc les spécifier, comme je disais, selon si elles sont en révélation natale, néonatale ou adulte. Ensuite, effectivement, il n'y a pas eu de consensus à ce moment-là dans ces discussions pour savoir à quel moment rendre cette donnée incidente. Et enfin, encore une réflexion, je pense, très actuelle, mais qui est quelle position les prescripteurs doivent-ils adopter pris entre les guidelines et recommandations et leurs pratiques cliniques. Merci. Merci. On a le temps pour prendre 1 ou 2 questions avant de passer à la dernière présentation de cet après-midi. Delphine. C'est plus une réflexion pour Guillaume qu'une question, parce que moi, quand j'entends 70 à 100% des patients acceptent les données secondaires et sont partants, je dis c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que la moitié ou peut-être les 2 tiers n'ont pas compris ce qui se passait. Donc moi je trouve que c'est là où il faut qu'on travaille. La question, c'est pas de dire que les gens sont d'accord, parce que en fait, une grande partie ne comprend pas ce qu'on leur demande. C'est un élément de débat important et c'est pour ça en fait que j'ai voulu parler de leur motivation. Après, j'avais pas le temps ici, mais des arguments qu'ils mettent en avant. Est-ce qu'ils sont légitimes ou pas? C'est vrai qu'on peut se dire ils sont beaucoup à vouloir participer, mais peut-être qu'ils ont mal compris ce que va être les données incidentes. Et ce que j'ai pas pu mettre en avant, c'est que souvent on remarque une différence entre la volonté pré-test d'avoir la donnée et ce qui se passe après. Lorsqu'on identifie effectivement une donnée incidente,
Là, ils expriment de la frustration, ils avaient mal compris, etc. Donc ça, c'est important, et c'est un peu ce que dit Éléonore. On a eu une discussion, elle disait que ce qui est important, c'est justement l'accompagnement post-test qui doit être vraiment très bien encadré. Et s'il est bien encadré, là, les couples expriment plutôt une satisfaction en fait, d'avoir participé au rendu des données, mais tu pourras compléter. Oui, j'imagine que c'est en fait la vraie question. C'est-à-dire, il y a l'information et il y a la qualité de cette information. Vous l'avez d'ailleurs très clairement dit. Et dans le contexte qui nous occupe, c'est qu'est-ce qu'il faut de plus, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut faire le mieux possible pour que les couples comprennent aussi des enjeux sur le court, moyen ou long terme. Et c'est là aussi qu'il y a peut-être besoin d'évaluer ce que Éléonore, alors peut-être que vous l'avez évalué, je m'excuse si tu l'as dit hier, mais il y a peut-être aussi évaluer la qualité de cette information, c'est-à-dire comment elle est donnée et donc comment elle est reçue. Parce que sur la question que tu disais, c'est-à-dire est-ce que je veux savoir ou je veux pas savoir, bien sûr que n'importe qui veut savoir, mais savoir quoi, comment et sur quelle durée en fait. C'est-à-dire il y a vraiment plusieurs questions en termes de qualité de cette information. Oui, puis sans revenir sur la question du prénatal, peut-être qui pose vraiment des questions spécifiques, il y a la question de la disponibilité psychique à pouvoir se mettre en disposition de comprendre ce qu'on est en train de te demander. Comme tu disais tout à l'heure, Delphine, ils viennent pour quelque chose qui est spécifique. Là, par exemple, dans ce cas-là, c'est très spécifique. Et se projeter dans une autre question qui n'est pas celle principale dans laquelle je suis venue n'est pas si simple que ça. Et donc je ne suis pas forcément en disposition d'écouter ou d'intégrer ce que la personne est en train de me dire. D'où cette question de délai qui est fondamentale. Et moi je repose la question que j'ai déjà posée plusieurs fois, c'est pourquoi on n'imaginerait pas une décorrélation de la décision, c'est-à-dire pourquoi faut-il décider forcément avant de consentir à la question principale, qui est ok, j'accepte un test génétique pour chercher la raison de telle pathologie, telle origine, tel machin, et la question des données secondaires sera reposée de manière décorrélée dans le temps. Je sais que c'est compliqué à mettre en œuvre, je sais que ça prend des moyens humains, mais c'est aussi un choix pour laisser les personnes justement pouvoir tranquillement poser la question et comprendre ce qui se passe. Oui, pour rebondir sur ce que vous disiez, on a bien montré là dans Défisiac DS en proposant un délai de réflexion aux parents qui le souhaitaient et en proposant aussi un rendu en 2 temps, de décorréler effectivement la question du diagnostic primaire et la question du diagnostic secondaire. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, Delphine Héron, on sait qu'il y a des parents qui ont fait une confusion entre le diagnostic primaire et le diagnostic secondaire. Pour travailler principalement sur Défisiac DS, parce que les données de Fine ont été travaillées par d'autres personnes que moi avant, il y a de moins en moins cette confusion qui existe entre le diagnostic primaire et le diagnostic secondaire, d'autant plus que dans Défisiac DS, on demandait aux parents s'ils voulaient avoir les données pour eux, et quand on enlève la dimension faire le test pour son enfant, on s'aperçoit que les parents sont toujours autant demandeurs. Et les chiffres que donne Guillaume au début de son topo, c'est les chiffres qu'on trouve de manière générale dans la littérature, qu'on soit en hypothétique, on est même à 95%, et les autres études en vie réelle sont effectivement de l'ordre de 80 ou 75%. Donc il y a quand même cette volonté. Après, effectivement, c'est quelque chose qui font qu'on travaille cette information pour bien que les parents comprennent la différence. Et moi, de manière au niveau des entretiens qualitatifs que j'ai pu analyser ou faire passer, les seuls moments où vraiment il y a cette confusion qui existe, c'est soit quand les parents n'ont pas compris qu'on allait chercher une donnée secondaire chez eux, ils ont consenti sans vraiment prendre conscience de ce qui se passait, soit quand il y avait une barrière de la langue, où là, effectivement, il y a une confusion qui existe, mais dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de confusion qui existe quand on prend le temps d'une information dédiée. Je voudrais juste reprendre l'expérience qu'a citée Delphine. Depuis les années 90, d'abord expérimentalement avec l'INSERM, puis après avec le groupe, on a fait du diagnostic présymptomatique de maladies incurables à début tardif. Et le découplage de la demande initiale et du rendu du résultat avec le cheminement des gens leur a permis de métaboliser et d'assurer leur demande ou leur refus. Merci pour ce commentaire. Malheureusement, on va être obligé de arrêter les questions et on va passer à la dernière communication qui est une communication flash de
de Marlies Sellert, et qui est chercheuse au Centre de cancer et au service d'épidémiologie de santé publique Sciences Sanofi. On a déjà eu une représentante. Elle a une formation en éthique et elle applique à des questions liées aux soins de santé telles que la génétique et la génomique, l'utilisation secondaire des données de santé ou les défis en matière de santé publique. Et elle a également participé à l'initiative d'engagement citoyen sur les aspects éthiques, juridiques et sociétaux des évolutions actuelles dans le domaine de la santé et des soins de santé. Et elle va nous faire une présentation sur les données incisantes vers une approche individuelle ou systémique. Et je trouve que ça fait une belle ouverture pour terminer. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Marlies, éthicienne et collègue de Chloé Mayer. Et ce matin, ma collègue Chloé vous a présenté Ken Hill, le projet européen au sein duquel nous avons rassemblé les opinions des patients, des citoyens et des parties prenantes de Ken Hill sur différentes thématiques en génomique. Et cela nous avait permis de comparer leurs opinions sur des questions éthiques et sociétales concernant la gestion des données incidentes. Donc, la comparaison de leurs positions indique vraiment que les citoyens et les patients et les parties prenantes de Ken Hill, ils abordent les données incidentes sous une perspective vraiment différente. En général, les patients et les citoyens, ils envisagent les données incidentes depuis une approche principalement casuistique. Ça veut dire qu'ils se centrent surtout sur l'impact de ces données sur leur vie personnelle et sur la vie de leur famille. En conséquence, ils soulignent fortement la valeur de l'autonomie et le droit de savoir ou de ne pas savoir. En comparaison, les parties prenantes de Ken Hill, ils envisagent les données incidentes et surtout les données secondaires depuis une approche plus systémique. Ça veut dire qu'ils insistent sur l'impact qu'auront ces données sur l'organisation des soins de santé. Et en général, ils estiment que, pour le moment, le système de santé n'est pas prêt pour une recherche délibérée et active des résultats secondaires, car cela risquerait de compromettre des valeurs telles que l'équité. Bon, bien que les citoyens et les parties prenantes mettent l'accent sur des points d'attention différents, il est vraiment important de se rappeler que leurs perspectives et leurs idées ne sont pas incompatibles. Il convient de dépasser la tension entre la casuistique et les principes plus systémiques, et il faut retrouver les valeurs fondamentales que les patients, les citoyens et les parties prenantes partagent. Au regard des données incidentes, il s'agit par exemple du respect de l'autonomie et de la bienveillance dans les contextes de recherche et de politique de santé. En alignant leurs valeurs fondamentales que les citoyens, les patients et les parties prenantes partagent, je pense que nous pourrons développer un cadre éthique qui nous permettra de vraiment valoriser les opportunités créées par la médecine génomique. Donc, si vous souhaitez plus d'informations que ces 3 minutes de maintenant, je vous invite de consulter notre poster à côté. Et bien sûr, vous pouvez toujours nous contacter pour toute question supplémentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes les interventions de tout le monde. Et finalement, est-ce que nos atermoiements, questionnements sont pas liés à notre grande difficulté de s'adapter à toutes ces évolutions et d'être en capacité de répondre aux questions des personnes malades? Parce que le goulot d'étranglement, il est quasiment de notre côté. Et quand je dis notre côté, c'est du côté du temps à apporter, du temps pour accompagner, du temps pour expliquer et après de soigner. Et aujourd'hui, on n'y arrive pas. Tu as probablement raison. Mais moi, je trouve que fondamentalement, il y a un enjeu de liberté. C'est pour ça que je tiquais sur de dire en permanence 75 à 100% des patients sont demandeurs. Je trouve qu'il y a un enjeu de liberté et qu'à force de dire ça, un jour, eh bien, peut-être le génome sera pour tout le monde sans discussion. Et que l'autonomie, c'est important, mais il y a un enjeu de liberté pour notre société de dire je veux ou je veux pas. Et je remercie bien chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à cette table ronde et pour les questions que vous avez faites.
Donc je laisserai le mot de la fin à Anne, et je tiens tout d'abord à bien évidemment remercier tous ceux qui sont venus en présentiel, qui ont fait l'effort parfois de prendre des trains, des avions, faut pas le dire trop, mais surtout des trains pour venir jusqu'à Toulouse. Et aujourd'hui, vous avez le soleil, donc vous verrez notre belle ville sous le soleil. Donc profitez-en pour ceux qui peuvent encore rester un petit peu. Donc merci beaucoup encore une fois de votre participation, de votre participation même active à l'ensemble des débats sur l'ensemble de ces sessions. On espère fortement qu'on pourra poursuivre cette aventure de ces réunions et de ces rencontres sciences humaines et sociales dans le cadre du plan France Médecine Génomique. En tout cas, on va œuvrer en ce sens, bien évidemment, avec le plan. Je tiens encore à remercier infiniment pour leur soutien Lucie Morillon et Lucie Serre pour l'accompagnement et toute la résolution des problèmes techniques et autres. Nos magnifiques pauses, notre magnifique buffet, les réservations, donc elles ont été formidables toutes les deux. Donc merci encore à vous deux. Et Iman, donc, qui n'est pas là, mais bien évidemment à laquelle on pense et qui a participé à l'organisation. Donc je vais m'arrêter là. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Je sais qu'ils ont été et elles ont été, ils ont tous donc été nombreux. Et je donne le dernier mot à Anne. Merci beaucoup. Donc moi je vais pas répéter les remerciements, je les partage infiniment. Je voudrais souhaiter bon vent à la suite. On ne peut pas toujours être dans les supersoniques. Ce que je voudrais dire en conclusion et en écho à la session de maintenant, c'est que tout ça qu'on voit sur des diapos avec des projets de recherche et tout ça, je vais donner juste un exemple qui a été vécu de l'intérieur au niveau du plan à propos du consentement et des données incidentes. Alors 2018-2017, on est tout en groupe, on travaille sur les données incidentes, les différentes interprétations qui ont été soulignées par Guillaume, plus ou moins strictes ou pas. On arrive à se mettre d'accord sur information, sur consentement. Et puis arrive quelqu'un qui n'avait pas participé aux réunions précédentes, qui était juriste, représentant le ministère de la Justice. Ministère de la Justice qui nous dit « Ah non, l'interprétation qui est celle qui est officielle, c'est l'interprétation stricte. Vous n'avez aucunement le droit de donner des résultats malgré les autres textes qui pouvaient être interprétés plus souplement. » Donc on dit « Ah !» Et puis on remet sur le métier pour remodifier ça. Il y avait les plateformes qui commençaient à être fonctionnelles et qui nous disaient « Alors ce consentement, ça vient on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. » Et finalement, on est reparti sur un consentement sans les données incidentes. Et maintenant, on attend de savoir comment il faut faire pour introduire ces données incidentes. Donc derrière les projets de recherche, les valeurs et tout ce travail extrêmement important, il y a aussi les aspects concrets. Et un plan national, c'est aussi plein de choses concrètes. Et je voudrais finir là-dessus en souhaitant bon vent au plan.